Ok, je vais sortir un nouvel album. Mais avant, faut qu'on revoie les bases. Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples. Parce que vous êtes trop cons. Simple, basique. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube de Martinen. Et aujourd'hui, non mais en fait je viens de faire la vignette il y a moins de 30 secondes, je l'ai fini. Moi j'adore ces vignettes du drama coréen. Ah, je vous raconte pas à quel point c'est l'amour de les faire ces vignettes, franchement. Ah, je prends un pied monumental à voilà, le drama coréen. Enfin bref, donc simple, basique, mais de qui on va parler, Billy? Et on va parler du grand, du beau, des grande, Carlo Cafiero, Billy. Donc, qui est Carlo Cafiero? Carlo Cafiero qui est assez méconnu, mais un peu connu. Bon, il est un peu intermédiaire, c'est pas une référence aussi obscure que Freddy Perlman ou Makowski. Mais Carlo Cafiero, voilà, il est passé, comment dirais-je, du Marx, enfin proche de Marx, durant l'internationale, la première internationale. Et il est passé, face à l'attitude de Marx, il est passé du camp des du côté de Bakounine. Et donc, d'où la référence dans la vignette. Pourquoi, Carlo, tu me quittes pour Bakounine? Désolé, Marx Sama, l'honneur me l'ordonne. Ah, il y a moyen de faire des trucs, oh la vache. C'est tellement l'amour. Enfin bref, donc voilà, simple basique sur ce militant anarchiste italien du 19e siècle qui a eu pour particularité d'avoir vulgarisé une partie du livre 1 de Karl Marx, parce que le livre 1 du Capital de Marx, c'est le seul livre écrit du vivant de Karl Marx. Les deux autres ont été écrits avec l'une des trois filles de Marx et avec Engels sur une montagne de notes. Et donc voilà, livres 2 et 3 ont été écrits posthumes sur les notes de Marx et organisés par une des filles de Marx et Engels. Et donc voilà, et donc Carlo Cafiero. Alors pour le Capital, bon c'est le Capital, le livre 1, gros sujet central, énormément de choses, énormément de choses à dire là-dessus. C'est une œuvre dense, c'est une œuvre riche, c'est une œuvre qui a biflé, n'ayons pas peur de dire les mots, biflé l'histoire de la pensée. Quoi qu'en disent les détracteurs malhonnêtes de Marx, et des fois les détracteurs les plus malhonnêtes ne sont pas ceux forcément qu'on pense. Clin d'œil à Lénine. Enfin bref, et donc Carlo Cafiero qui a vulgarisé une partie, un des aspects du livre 1 du Capital, qui est la partie sur la plus-value. Plus-value qu'on fera un épisode là-dessus de simple basique, je vous le promets, mais la plus-value. Bon, je vois d'ici les snipers de la critique de la valeur, oui, il n'a vulgarisé que cette partie. Dans le livre 1, il y a énormément de notions qui sont beaucoup plus complexes, au moins aussi intéressantes. Et le plus drôle d'ailleurs, c'est que Marx a écrit le livre 1 du Capital à destination des ouvriers. C'est-à-dire que Marx a essayé de faire simple pour que le pégulanda, quand il lisait le machin, pouvait comprendre des trucs. Mais même ça, même ça, Carlo Cafiero il a fait non, hombre, non, à un moment donné, il faut faire plus simple encore. Et donc, Carlo Cafiero qui a fait plus simple, par la magie du montage, je mettrai le livre et tac. Et voilà, comme tu peux le voir, son livre, L'abrégé du Capital, qui est une vulgarisation de la plus-value de Marx, qui est somme toute assez intéressante. Et cette vulgarisation, il faut le savoir, a été validée par Marx lui-même. Voilà, c'est important parce que si Marx a eu son mot à dire sur ce qui a été écrit après sa mort, il y aurait certainement beaucoup à redire. Enfin bref, donc voilà, c'était la petite introduction du plaisir de Carlo Cafiero. Passons à la lecture. Carlo Cafiero, 1er septembre 1846 à Bretala, 17 juillet 1892 à Nocera in Fior, est un militant communiste libertaire italien. À l'origine proche de Karl Marx et de Friedrich Engels, au sein de l'Association internationale des travailleurs, il rompt ensuite avec eux en partie pour suivre l'idéologie anarchiste de Mikhaïl Bakounine, alors très populaire en Italie. Partisan de l'anarchisme insurrectionnel, il cherche à mener un soulèvement dans les montagnes de Bénévent en 1877. Durant son séjour en prison pendant l'hiver 77-78, Cafiero décide de rédiger un abrégé du Capital de Karl Marx à partir de la traduction française de J. Roy, offrant au lecteur italien le premier exposé synthétique de l'œuvre de Marx.
C'est encore une fois vulgarisation. Je sens le regard de la critique de la valeur. On se calme. C'est juste la vulgarisation de la plus-value. Ce n'est pas le fétichisme, etc., etc. Enfin bref, vous me jugez. Je le sens que vous me jugez déjà. Enfin bref. Sa jeunesse. Cafiero est né dans la région de Pouille en 1846 dans une famille de riches propriétaires terriens de Barletta, côté Adriatique. Oui, en général, les militants libertaires qui écrivent des bouquins, en général, c'est de la haute. Je crois qu'il y a que Proudhon qui est issu d'un milieu à peu près prolo, et encore, ça reste à vérifier. Et encore, c'est très relatif. En 1864, il commence à étudier le droit à l'université de Naples dans la perspective de poursuivre une carrière de diplomate. Mais le contact avec le milieu diplomatique à Florence l'ennuie profondément et il s'intéresse à d'autres domaines intellectuels, dont la langue orientale et l'islam. Un jour, je ferai un simple basique sur la militante anarchiste italienne qui s'est convertie à l'islam. Je vous jure que ça existe. Enfin bref. Il fréquente le cercle radical de Telemaco Signorini, peintre naturaliste qui trace un portrait acerbe du Risorgimento italien, peignant les bas-fonds, les asiles, les prisons, etc. Au milieu des années 1870, il était à Paris invité au célèbre peintre Guillaume de Nittis, son compatriote. De juillet 1870 à mai 1871, Cafiero est à Londres où il rencontre Karl Marx et Friedrich Engels, leaders de l'Association internationale des travailleurs qui subjuguent durablement le jeune homme. Marx et Engels associent Cafiero à leur cause et le destinent à devenir le correspondant du Conseil général de Londres en Italie, où l'influence marxiste, entre guillemets, est encore inexistante. Bon, il faut savoir, les marxistes de l'époque, ce sont plutôt ceux qui suivent Marx plus que les marxistes qu'on connaît aujourd'hui. Enfin bref, qui sont les descendants du léninisme, etc. Enfin bref, on en parlera une autre fois. La scène italienne est occupée par la querelle entre Bakounine et Mazzini. Il lui demande de retourner à Naples et qu'il accepte alors que la Commune de Paris vient d'être défaite. Bigre, c'est vrai, c'est en 1871 de la Commune. La correspondance avec Engels. Les rapports épistolaires de Cafiero avec Friedrich Engels constituent les premiers pas du marxisme en Italie. En 1871, dans une lettre à Engels, Cafiero décrit la misère abominable de l'Italie du Sud où, je cite, les masses inconscientes du progrès humain, croyant fermement être nées pour servir et souffrir sur terre, n'ont comme seul espoir d'accéder à la pitié divine au paradis. Je veux dire quelque part, le New Age, c'est pas autre chose que ça. Il blâme la responsabilité des Espagnols, des Bourbons et de l'Église catholique dans cette tragédie. Cafiero mise ses espoirs dans la lutte des classes en cours, mais ses conceptions diffèrent de la conception marxiste. Cafiero fait le départ une synthèse entre les conceptions révolutionnaires de Marx et Bakounine. Bon, voilà, communiste libertaire, lui-même il sait. Enfin, il ne le sait pas encore, mais il est déjà marxiste libertaire, comme dire certains. D'emblée, il écarte le populisme religieux de Mazzini, après que celui-ci a qualifié la Commune de Paris de perversion diabolique des valeurs démocratiques. Ah, carrément diabolique. Si Cafiero critique dans son rapport sur la situation italienne envoyé à Londres le gâtisme déiste de Mazzini, qui associe Dieu et le peuple, il reste discret sur son appréciation de Bakounine. Pas fou le gars, hein, pas fou l'italien. Dans ses courriers, Engels n'aura de cesse d'inciter Cafiero à prendre part aux critiques contre l'influence dangereuse de Bakounine. Le drama militant, voilà. C'est encore valable aujourd'hui. Mais Cafiero ne répond pas à l'attente d'Engels. Au contraire, il ne voit pas les idées de Bakounine comme une menace contre celles de Marx. En ce qui concerne Bakounine, je peux vous confirmer qu'il y a beaucoup d'amis à Naples qui partagent de nombreux de ses principes, c'est pas très français, qui ont avec lui certaines communautés de vues, mais qu'il est une secte, un parti qui ferait dissidence avec les autres conseils du Conseil général, je l'affirme complètement. Le Conseil général international, là voilà. Enfin bref, toi-même tu sais. En fait, la section des internationalistes napolitains est constituée de nombreux bakouninistes. Carmelo Palladino, Enrico Malatesta, Envio Covielli. Je ferai aussi un épisode sur Malatesta, hein, je vous entends. Le 16 juillet 1871, Engels l'invite à nouveau à s'éloigner d'eux et de trouver d'autres alliés. Il lui décrit les partisans de Bakounine, la fédération jurassienne, comme les pires obstacles à l'unité de l'international. Ah carrément, c'est déglingue. Hein. Cafiero attend 2 mois avant de répondre à Engels et encore, il n'évoque toujours pas les attaques contre Bakounine. Il décrit la répression que subissent les révolutionnaires napolitains et l'imminence de la plus terrible révolution sociale. Mon Dieu, ce que j'aimerais en dire autant pour aujourd'hui. Enfin, le 29 novembre 1871, Cafiero répond aux propos d'Engels contre Bakounine. Il insiste sur le fait qu'elles sont, selon lui, dénuées de réalité.
Cafiero trouve chez Bakounine des marques profondes d'estime et de respect pour Marx. Engels ne répond pas à cette lettre. Cafiero tente d'obtenir une réponse le 21 janvier 1972, mais Engels garde le silence. Bon, en gros, ils sont sur Messenger, il a vu, il n'a pas répondu. Voilà. Cafiero, il a répondu, il a vu que son message a été lu, pas de réponse, il l'a ghosté. Voilà, enfin bref. S'il garde une approche marxiste dans son analyse du capitalisme, Cafiero se rapproche de Bakounine sur l'analyse de la situation sociale de pays pré-capitalistes et du rôle révolutionnaire de la paysannerie et du lumpenprolétariat. Et le lumpenprolétariat, encore un autre épisode, c'est ce qui est en dessous du prolétariat, ce sont clairement les pauvres, les pauvres parmi les pauvres, voilà, tout simplement. Il abandonne alors son rôle de correspondant de Marx et d'Engels et décide enfin de rencontrer Bakounine à Locarno en Suisse, en compagnie de l'anarchiste Fusiete Fanielli, le 20 mai 1872. Il s'enthousiasme pour Bakounine. Après quelques moments de conversation, nous réalisâmes que nous étions tous deux en complet accord sur les principes. Comme il s'était enthousiasmé pour Marx 2 ans auparavant. Bakounine connaît la situation italienne mieux que Marx, pour y avoir séjourné plusieurs fois depuis les années 1840. La rupture avec Engels est dans l'International. Le 12 juin 1972, Cafiero envoie ce qui peut être considéré comme une lettre de rupture avec Engels, en même temps qu'une profession de foi anarchiste. Votre programme communiste est pour moi une grosse absurdité réactionnaire. Pouah, boum boum. Il reproche au Conseil de Londres de vouloir transformer l'International en parti politique selon la résolution 9 de la Conférence de Londres et supprimer l'autonomie des sections. Il lui reproche également de vouloir appliquer un système politique uniforme sans considérer les problématiques particulières de chaque pays. Le peuple se doit d'être cuit dans sa propre eau. Enfin, il fait la critique de l'illusion du communisme d'État. Engels répond violemment à Cafiero. Il se sent d'autant plus trahi que le bulletin jurassien a reproduit des propos professés contre eux par Engels auprès des correspondants italiens. Or, Cafiero est le seul correspondant du Conseil général. Il est par conséquent soupçonné d'avoir révélé les attaques du Conseil de Londres à ses ennemis. Cela marque la fin de leur correspondance. Au congrès de Rimini en août 1872, la Fédération italienne de l'International rompt toute solidarité avec le Conseil général de Londres, en considérant que ce conseil avait usé de moyens les plus indignes comme la calomnie et la mystification pour réduire l'International à l'unité de sa doctrine spéciale. Le contrat de la haie, auquel Cafiero assiste en observateur, achève la rupture entre marxistes et bakouninistes, enfin entre les autoritaires et les anarchistes, voilà, à peu près ça. Il participe ensuite du 15 au 16 septembre 1872 au congrès de Saint-Imier qui signe l'acte de naissance du mouvement anarchiste. Cafiero devient l'ami de Bakounine à qui il dévoue sa part d'héritage en achetant la villa à Baronata qu'il fait agrandir sur les plans de Maumachin, va lire sur Wikipédia. Mais le révolutionnaire russe dilapide la fortune de Cafiero qui commence à trouver ses extravagances peu conformes aux idéaux anarchistes. Ça arrive souvent. Ça arrive. Les relations entre Cafiero et Bakounine se détériorent par la suite. En général, quand tu parles pognon, ça commence à devenir compliqué. L'insurrectionnaliste. Le 3e congrès de la Fédération italienne sous la plume de Cafiero marque une orientation insurrectionnaliste des internationaux transalpins. La Fédération italienne croit que le fait insurrectionnel destiné à prouver par les faits les principes socialistes est le moyen le plus efficace de propagande et le seul qui, sans corrompre ni tromper les masses, puisse pénétrer dans les plus profondes couches sociales et attirer les forces vives de l'humanité dans la lutte que l'international mène. En août 1874, Cafiero achète 250 fusils et pistolets en vue d'un soulèvement élaboré par Malatesta et Costa et qu'il souhaitait déclencher dans plusieurs régions d'Italie. Costa est arrêté avant que le moindre coup de feu ne soit tiré et sans le soutien de la paysannerie tant espérée. Les paysans en général, enfin, à quelques exceptions près, la paysannerie c'est plutôt réactionnaire. Enfin bref, peut-être qu'à l'époque c'était différent. Cafiero ne participe pas à la tentative de soulèvement car il se trouve alors en Russie avec son épouse russe Olympia Kurzova qu'il cherche à extirper des griffes des autorités tsaristes. Ce drama. La bande de Matez. En 1877, Cafiero et Malatesta décident de déclencher une insurrection paysanne dans les montagnes du Matese, dans le sud de l'Italie, où l'esprit de résistance vis-à-vis de l'État italien est encore vivace, notamment à travers de nombreux actes de banditisme. En avril 1877, 30 internationalistes prennent le village de Letino et brûlent les papiers administratifs, ainsi que le portrait du roi Victor Emmanuel II. Cafiero s'adresse en dialecte aux villageois pour leur exposer les principes du communisme libertaire. Liberté, justice et une nouvelle société sans État, sans maître, ni esclave, sans soldat, ni propriétaire.
L'événement prend un tour millénariste par l'intervention du curé qui explique aux paroissiens enthousiastes que les internalistes sont les apôtres envoyés par Dieu. Ah ouais, quand même. Enfin, il y a eu toujours plus ou moins cet aspect vachement mystique. Par exemple, comment s'appelle Oscar Wilde, qu'on lui avait demandé ceux qu'il avait rencontrés dans sa vie, qui vraiment en valait le détour. Oscar Wilde avait dit, je crois, Paul Verlaine, je crois, si je dis pas de bêtises, et le prince anarchiste Kropotkin. Et apparemment, il avait rencontré les deux en prison, et il avait comparé Kropotkin au Jésus blanc. De la part de Oscar Wilde, je trouvais que le compliment n'était pas, comment dirais-je, était vraiment 4 étoiles, parce qu'en termes de bons mots et de crotte dans le nez, c'était pas le dernier. Enfin bref. Le jour suivant, le village de Gallo est occupé de la même manière. La police, comme en 1874, est avertie dès le début du complot grâce à leur infiltration dans les milieux anarchistes, peu enclins à la discipline nécessaire à la clandestinité et au secret. Les insurgés ont été trahis par Vissano Mafarina, un vieux garibaldien qui devait leur servir de guide. Et 6 jours après le début de l'aventure, à l'endroit où des compagnons devaient les rejoindre, ce sont près de 12 000 carabiniers qui les encerclent. Des coups de feu seront échangés et 2 gendarmes sont atteints. L'un d'eux s'encombra à ses blessures. Pris par le vent, le froid et la faim avec des armes défaillantes, les insurgés se font livrer par les paysans qui sont venus délivrer. C'est un nouvel échec de la stratégie insurrectionnaliste tant prônée par Cafiero. À 30 ans, Cafiero passe 16 mois dans les geôles italiennes, malgré les lourdes charges qui pèsent contre eux: conspiration contre l'État, subversion d'armée, destruction de propriété d'État, vol et meurtre d'un carabinier et blessure d'un autre, et qui les font encourir la peine de mort. Ils vont bénéficier de l'amnistie consécutive au sacre du nouveau roi Umberto Ier. Le film des frères Taviani, Saint-Michel avait un coq, s'inspire largement de cet épisode insurrectionnel et du personnage de Cafiero. C'est pour ça que Gramsci, il faut conquérir le truc avant. Enfin bref, je ferai un épisode sur Gramsci aussi. Abrégé du Capital de Karl Marx. Durant sa détention, Cafiero décide de rédiger un abrégé à partir de la traduction française du Capital, offrant là au lecteur italien la première vulgarisation de l'œuvre de Marx qui apparaît en juin 1879. Cafiero pense que le Capital éclipsait tous les travaux intellectuels de l'époque. Cafiero insiste sur l'aspect sociologique et historique du livre et sur les effets du capitalisme sur la paupérisation des masses à travers l'exemple de l'Angleterre utilisé par Marx. Chapitre sur l'accumulation du capital, accumulation primitive du capital. En 1879, Cafiero adresse 2 exemplaires de son abrégé à Marx, malgré leurs différends antérieurs, lequel lui répond avec la plus grande courtoisie. Mes remerciements les plus sincères pour les 2 exemplaires de votre travail. D'après James Guillaume, Laura Marx confirmera que son père considérait le Capital de Cafiero comme un très bon résumé populaire de sa théorie de la plus-value. Mais leur correspondance en restera là. Son abrégé du Capital, traduit en français en 1910 par James Guillaume, a été réédité en décembre 2008 par les éditions Le Chien Rouge. C'est celle que j'ai d'ailleurs. En plus, elle m'a été dédicacée. Enfin, je ne dirai pas par qui, mais je pense qu'il se reconnaîtra s'il m'écoute. Je l'embrasse. Cafiero collabore avec Emilio Covelli, également initié à la pensée de Marx, qui écrivit la première recension du Capital dans une revue italienne. Cafiero et Covelli partageaient la même aversion vis-à-vis de l'autoritarisme marxiste, sans pour autant répudier la critique du capitalisme. Important. En 1880, à Lugano, Cafiero cherche à écrire un autre essai marxiste inachevé, un dialogue entre un mort de faim et un suceur de sang. La police suisse confisqua le manuscrit. En novembre 1880, Cafiero écrit Anarchie et communisme, une synthèse entre la liberté politique et l'égalité économique. Cafiero y dénonce le réformisme comme le cheval de Troie de l'État, instrument de la classe dominante au sein du camp socialiste. Pas mal. Rupture avec Costa. En 1880, Andrea Costa, ancien compagnon de Cafiero, rejoint le camp réformiste. L'échec de la tentative d'insurrection de 1974 l'éloigne des vues révolutionnaires et se rapproche du légalisme. Il est élu député socialiste en 1882. Cafiero le dénonce comme un ennemi du socialisme et comme carriériste. Dans Le Révolté, le 25 décembre 1880, un article L'Action, habituellement attribué à Pierre Kropotkin et plus rarement à Cafiero, précise que le capitalisme peut être réformé. Le capitalisme repose sur la compétition et le profit, le socialisme sur la coopération et l'égalité. Non, 1000 fois non. Nous n'avons rien à faire avec les manœuvres de la bourgeoisie. Nous ne devons pas participer au jeu de nos oppresseurs à moins que nous souhaitions participer à l'oppression.
Cafiero est favorable à la propagande par le fait, à l'action directe, et il insiste aussi sur l'importance d'une avant-garde révolutionnaire. Bon, ça c'est son côté marxiste encore. Dans l'idée de l'Alliance démocratique des socialistes fondée par Bakounine. En 1972, un étudiant italien, Giancarlo Maffei, découvre un essai inachevé intitulé « De la Révolution » et qui avait en partie disparu depuis 90 ans. Dans cet esprit extrêmement radical, Cafiero promet aux capitalistes d'être dévorés à leur tour. Il exhorte la violence prolétarienne à abattre l'autorité dans une bataille finale où les hommes pourront vivre dans la concorde et la fraternité. Mais il met en garde aussi contre le monstrueux mécanisme bureaucratique qui pourrait advenir dans la mise en place d'un communisme d'État selon le système marxiste et le risque de voir émerger un nouveau oppresseur encore plus terrible que les précédents. En raison de la corruption qu'engendre tout pouvoir, la société doit rester sans État. Avec l'idéalisme, il esquisse une société d'égaux où chacun pourra se développer entièrement et librement, en étudiant et en vivant avec la nature, en admirant le travail des arts, en aimant. Un gars sûr, ce gars. Un gars sûr. Les dernières années, la santé de Cafiero commence à décliner dès 1881, il perd du poids et devient pâle, puis entre en dépression. C'est ce qui arrive aux militants vraiment sincères. Enfin, bref. Donc je m'en... Voilà. Enfin, bref. Il espère rencontrer Marx durant un séjour à Londres durant l'hiver 81-82, mais Marx a dû quitter la capitale anglaise. Sa maladie s'aggrave, il développe des signes de délire et des délires de persécution. Il tente même de se suicider. Kropotkin prétend que sa maladie empirait encore l'essuyer un revers sentimental auprès de l'ex-épouse d'Andrea Costa, la socialiste et féministe Anna Kurliskioff. Il erre jusqu'à sa mort dans un état mental précaire, accentué par de graves crises de délire. Son épouse Olympia, longtemps séparée de lui par l'exil, le soutient dans son calvaire. Il meurt de tuberculose le 17 juillet 1992 à 45 ans à l'asile de Nocera Infiore. James Guillaume, comme Enrico Malatesta, lui garderont les marques de leur indéfectible amitié. Voilà la vie de Carlo Cafiero. Une mort à la hauteur de sa vie, quoi. Une mort, enfin, je vais pas utiliser sa mort, mais voilà, c'est... Des fois je me demande, est-ce qu'il aurait pour mieux, est-ce qu'il aurait lui, il aurait peut-être pas valu qu'il suive une vie un peu plus posée, un peu plus non, voilà quoi. Enfin, Carlo Cafiero, c'est un gars que j'aime beaucoup. Franchement, c'est je lis 2-3 articles à droite à gauche sur lui et à chaque fois je ne suis vraiment pas déçu de lui, c'est vraiment mais après c'est un peu jamais la même image avec Carlo Cafiero qu'avec les Hendrix, les Janis Joplin, c'est vrai, les mecs morts comme ça. Enfin, quoique il est pas mort à 27 ans, mais quelque part, je pense que c'est sa vie, c'est sa vie militante qui l'a un petit peu, qui l'a plongé dans ce truc-là, quoi, dans une vie aussi, certes rocambolesque, mais quand même qui est empreint de beaucoup de mélange, beaucoup de tristesse. D'ailleurs, d'où même les grands socialistes de l'époque, comme que ce soit Marx, Engels et d'autres encore. Marx a perdu énormément d'enfants parce qu'il vivait dans la pauvreté en Angleterre, enfin du côté de Londres, il vivait dans la pauvreté extrême. Il a perdu un enfant de, je sais plus comment il s'appelait, enfin, il avait 3-4 ans, ça a été une épreuve terrible pour lui, pour le couple Marx. Sinon, franchement, quand on voit la biographie vraiment des révolutionnaires du 19e siècle, que ce soit marxiste ou libertaire, peu importe, il y a vraiment énormément de drames, quoi. Donc voilà, c'était... Le simple basique sur Carlo Cafiero, c'était Martin Eden dans le direct du Goulag. Bisous à vous!